Regardez-la, même le blanc semble gêné d'être sur elle. La phrase tomba comme une gifle, juste avant que le bordeaux ne s'écrase sur la robe blanche de la jeune épouse noire. Personne ne savait que, quelques heures plus tard, c'est elle qui finaliserait un accord de 950 millions de dollars, accord dont dépendait la survie même de la famille Valois. Pendant que la salle retenait son souffle, la belle-mère souriait, persuadée d'avoir humilié l'intruse. Mais si elle avait su que la femme qu'elle venait d'asperger détenait en secret l'entreprise qui contrôlait toutes leurs dettes, elle oserait peut-être trembler au lieu de rire. Et vous, vous écoutez cette histoire depuis quel coin du monde? Dites-le-moi, et abonnez-vous pour ne rien manquer. Ombeline Valois claqua des doigts si fort que le maître d'hôtel sursauta. Les lys sont ivoires, pas blanc cassé. Vous voulez que le partenaire pense que nous sommes en faillite? Changez tout maintenant. Sa voix résonnait sous les hauts plafonds, du hall du château Héritage comme un couperet. Les employés couraient, les bras chargés de fleurs, pendant qu'elle consultait son téléphone toutes les 10 secondes. 19 heures. Dans moins de 10 heures, la lettre d'intention, avec l'aube nouvelle, devait être signée. 950 millions d'euros. Son salut ou sa tombe. La porte-tambour tourna, Léandre entra, bras dessus, bras dessous avec Issé. Il portait encore l'odeur de peinture à l'huile de son atelier. Elle, un simple pull en cachemire crème qui coûtait plus cher que le salaire annuel d'un groom. Ombeline les détailla en une demi-seconde. Ses lèvres se pincèrent. « Tu es en avance, Léandre. Parfait. Tu vas pouvoir aider cette personne à se rendre présentable. » Elle fouilla dans un carton posé sur le comptoir de marbre, en sortit une robe de cocktail grise, défraîchie, taille 36, et la lança à Issé comme on jette un chiffon. « Tenez, c'est ce que portent les hôtesses lors des réceptions secondaires. Mettez ça. Je vous évite ainsi l'humiliation de débarquer avec vos guenilles habituelles. » Issé attrapa la robe au vol, la tint à bout de bras, l'observa une seconde. Un sourire léger, presque poli, effleura ses lèvres. « C'est très aimable, madame, mais j'ai déjà choisi ma tenue pour ce soir. » Elle reposa la robe sur le carton sans un pli de plus, comme si l'objet n'avait jamais existé. Le regard d'Ombeline devint acier. « Vous vous croyez où? Dans votre rêve? Ici on obéit ou on disparaît. » Léandre ouvrit la bouche, sa mère le coupa d'un geste. « Montez, Léandre! Je dois passer un coup de fil. » Dès que les talons de son fils et de Issé disparurent dans l'escalier de marbre, Ombeline sortit son portable, s'éloigna de 3 pas et composa le numéro sans regarder l'écran. « Oh, Kitry, c'est moi. Écoute bien. Ce soir, tu portes la robe en soie, champagne, celle avec les diamants sur l'épaule. Tu brilles, tu éblouis, tu ne laisses aucune place à cette intruse. Je m'occupe du reste. À 19h45 précise, tu seras au centre de la salle. Et avant 20h, elle ne sera plus qu'un souvenir. Compris? » Elle raccrocha, inspira profondément, se tourna vers le grand miroir du hall. Son reflet lui renvoya l'image d'une femme encore souveraine. Elle ajusta une mèche platine, redressa les épaules. Antoine, l'assistant personnel qu'elle n'avait pas remarqué, s'approcha discrètement, un dossier noir à la main. « Madame, les derniers relevés bancaires. Les découverts sont... »« Pas maintenant !» aboya-t-elle sans le regarder. Elle pivota sur ses talons aiguilles, le regard fixé sur l'escalier où Issé venait de disparaître. Sa voix tomba si bas qu'Antoine dut se pencher pour l'entendre. « Ce soir, elle comprendra qu'on ne s'assoit pas à ma table quand on n'a pas été invité. Définitivement. » Elle fit signe au maître d'hôtel. « Que les projecteurs soient braqués sur l'entrée principale à 19h30. Je veux que tout Paris voit qui entre et qui sort en morceaux. » Un sourire froid étira ses lèvres peintes en rouge sombre. Elle leva sa tasse de café comme on lève une coupe avant la bataille. Dans moins de 10 heures, le rideau se lèverait, et le sang, même s'il était pourpre, tacherait toujours le blanc.
Les portes de la grande salle s'ouvrirent à 19h37 précises. Isée entra seule. La robe en satin de soie blanche ivoire coulait sur elle comme une cascade de lune. Le décolleté profond, la taille marquée par une ceinture en or martelé, les boucles d'oreilles, plaques d'or qui captaient chaque rayon des lustres baccarat. Pas un bijou de plus. Elle n'en avait pas besoin. 350 têtes pivotèrent en même temps. Les conversations s'éteignirent en une seconde. Kitry, déjà placé au centre, devint subitement terne dans sa robe champagne pourtant hors de prix. Ses lèvres se pincèrent. Ombeline, postée près du quartet à cordes, sentit son cœur faire un bond désagréable. Elle posa son verre de champagne si brutalement que la flûte vibra. Léandre, à l'autre bout de la salle, lâcha le bras de son cousin et traversa la foule sans réfléchir. Isée s'arrêta à 3 mètres de la maîtresse de maison, un verre d'eau plate à la main, sourire calme. Ombeline avança, talons claquant sur le marbre, et s'immobilisa juste devant elle. « Hey ! Mesdames et messieurs !» lança-t-elle d'une voix qui portait jusqu'au dernier rang sans micro. « Un petit conseil de sécurité. Gardez vos portefeuilles près de vous. Certaines personnes ici ont des doigts très agiles. N'est-ce pas, mademoiselle de Yop ?» Un murmure parcourut l'assemblée. Quelques rires gênés. Léandre surgit à côté d'Isée. « Mère, ça suffit !» Ombeline le repoussa d'un geste sec du poignet, sans même le regarder. « Je protège mes invités, Léandre. Rien de plus. » Isée inclina légèrement la tête, comme si elle écoutait une anecdote amusante. « Mais, curieux, vous semblez savoir beaucoup de choses sur mes doigts, madame. Auriez-vous peur qu'il signe quelque chose ce soir ?» Un éclat de rage traversa les yeux d'Ombeline. Elle saisit la flûte de Bordeaux 1982 qu'un serveur venait de lui tendre, la leva bien haut pour que tous voient la couleur profonde du vin. « À la santé des imposteurs !» lâcha-t-elle. Et d'un mouvement vif, elle projeta le contenu droit sur le visage et la poitrine d'Isée. Le liquide carmin éclaboussa la soie blanche, coula en filets épais sur le décolleté, dégoulina jusqu'à l'ourlet. Un silence de cathédrale tomba sur la salle. Ombeline sourit, victorieuse. Voilà. Le blanc ne te va pas de toute façon. Isée ne bougea pas d'un millimètre. Le vin ruisselait sur ses paupières, sur ses lèvres. Elle cligna lentement des yeux, puis porta 2 doigts à sa joue, récolta une goutte, la goûta. « Château Pétrus 1990, dit-elle d'une voix posée. Excellent millésime. Dommage pour le gaspillage. Un hoquet collectif parcourut la salle. Ombeline devint écarlate. Elle leva la main pour frapper. Léandre attrapa son poignet au vol. Isée posa son verre d'eau intact sur un guéridon voisin. « Ne vous fatiguez pas, madame. Une seule tâche suffit. » Elle fit un pas en avant. Ses talons écrasèrent en quelque chose. Le verre vide qu'Ombeline tenait encore, à la main. Sous la pression du pied d'Isée, la cristal se brisa net. Un éclat jaillit, entailla la peau fine du dos de sa main gauche. Une ligne de sang perla se mêla au vin, coula sur le satin blanc et un rouge plus sombre, encore. Ombeline ricana. « Regardez-moi ça, du sang de rat. Il va bien avec le reste. » Isée baissa lentement les yeux sur la flûte brisée. Elle se pencha, ramassa le plus gros morceau entre le pouce et l'index, le tint devant la lumière comme on examine un diamant. « Vous avez raison, » murmura-t-elle assez fort pour que les premiers rangs de rang entendent. Le cristal cassé laisse des marques profondes. Elle releva la tête. Son regard croisa celui d'Ombeline. Pas de colère, juste une certitude glaciale. Gardez cette image en mémoire, Madame Valois. Vous en aurez besoin. Puis elle tourna les talons. Le vin et le sang gouttaient Dieu derrière elle sur le marbre, formant une traînée écarlate. Les invités s'écartèrent comme la mer devant Moïse. Léandre fit un pas pour la suivre. Elle leva une main sans se retourner. Pas ce soir, Léandre. Elle franchit les portes vitrées. Disparut. Dans la salle, le quartet resta figé, arché, suspendu. Quelqu'un toussa. Personne n'osait parler. Ombeline, triomphante, leva une nouvelle flûte qu'un serveur tremblant lui tendait. Mais au fond de la salle,
Un téléphone portable était déjà pointé vers elle. L'enregistrement avait commencé depuis longtemps. La porte de l'ascenseur s'ouvrit sans bruit sur le dernier étage de l'avenue Montaigne. Isée traversa le vestibule d'un pas mesuré, la traîne de sa robe tachée frottant légèrement contre le parquet de chêne. Elle activa l'éclairage tamisé d'une voie, et les lumières s'allumèrent en cascade, révélant les baisses vitrées qui ouvraient sur les toits de Paris. Elle se dirigea droit vers la salle de bains attenante à la chambre. L'eau chaude jaillit du pommeau de douche italienne, fumante. Isée défit le fermoir des boucles d'oreilles, les posa sur le marbre veiné, puis fit glisser la robe de ses épaules. Le satin souillé tomba en un tas informe. Elle entra sous le jet, laissant l'eau rincer le vin et le sang mélangé. Le miroir embué reflétait vaguement sa silhouette. Elle prit un gant de soie, y versa un peu d'huile d'argan et frotta doucement la coupure au dos de sa main. La plaie était superficielle, mais elle piquait comme un rappel. Elle appliqua un pansement adhésif transparent comme une promesse de vengeance. Son téléphone vibra sur le meuble, en verre. L'écran s'alluma. Léandre, 9e appel. Elle le laissa sonner jusqu'au bout, puis le mit en mode silencieux. 27 appels avant minuit. Il ne comprendrait pas encore. Enveloppée dans un peignoir de cachemire blanc, elle traversa le salon ouvert, pieds d'Anton nus sur le tapis persan. La table basse en ébène portait déjà un ordinateur portable ouvert, connecté à une visioconférence en attente. Elle s'assit dans le fauteuil ergonomique, appuya sur Entrée. L'écran se divisa en 6 vignettes. Les directeurs de l'Aube Nouvelle, tous en smoking ou tailleur sombre, comme pour une réunion de conseil d'administration. Antoine, son assistant, apparut en premier, lunettes sur le nez, dossier numérique à portée de clic. « Madame la Présidente, nous sommes au complet. Les rapports du soir sont prêts. » Isée ajusta le col de son peignoir, son reflet dans la vitre nocturne, la montrant calme, presque sereine. Commencez par les finances de Château Héritage. Un des directeurs, un homme aux tempes grisonnantes nommé Duval, fit défiler des graphiques. Les comptes sont en chute libre. Dettes cumulées, 950 millions. Il compte sur notre lettre d'intention pour respirer. Mais, après ce qui s'est passé ce soir, devrions-nous... Antoine intervint, voix neutre mais précise. Hésitez, madame, la question est au clair. Annulez-vous la transaction? 950 millions, c'est une bouchée pour nous, mais le risque d'association... Isée leva une main, coupant net le flux de données sur l'écran. Ce non, nous n'annulons rien, nous acquérons. Château Héritage sera à nous. Un silencio plano. Duval haussa un sourcil. Mais l'incident à la réception, les rumeurs courent déjà sur les réseaux. Valois a ruiné sa propre image. Elle se pencha en avant, les yeux rivés à la caméra. On l'est précisément. C'est pourquoi nous changeons les règles. À partir de maintenant, c'est mon jeu. Antoine, bloquez tous les plafonds de crédit de Château Héritage, immédiatement. Contactez les banques de partenaires. Pas un centime de plus jusqu'à nouvel ordre. Antoine tapa sur son clavier, sans un mot. Les autres directeurs échangèrent des regards. Une femme aux cheveux courts, la directrice juridique, intervint. Madame, cela pourrait précipiter leur faillite. Et si Valois porte plainte pour entrave? Isée sourit, un éclat froid dans les yeux. Qu'elle le fasse. Nos avocats sont prêts. Duval, préparez le nouveau contrat. Ajoutez des clauses de diligence renforcées. Audit complet sur les 5 dernières années. Je veux tout. Facture fantôme, transfert suspect. Et relancez la lettre d'intention pour demain matin. Ils signeront, ou ils couleront. Duval nota furieusement. Entendu, mais quel est l'objectif final? Elle se cala dans le fauteuil, le peignoir glissant légèrement sur son épaule bandée. Contrôler, pas seulement l'hôtel, tout ce qui va avec. Valois pensera que c'est une bouée de sauvetage, ce sera une chaîne. La visioconférence se poursuivit 10 minutes de plus. Détails sur les actifs, projection de rendement, scénario de crise.
Isée dirigeait d'une voix basse, précise, comme un chef d'orchestre invisible. À 22h45, elle coupa la connexion. Le silence retomba. Elle se leva, marcha jusqu'à la baie vitrée. Paris scintillait en bas, indifférente. Son téléphone vibra une fois de plus. Un message de Léandre. « Je t'en prie, réponds. C'était impardonnable. Je t'aime. » Elle l'effaça d'un geste. Antoine envoya un texto. Blocus activé. Toutes les lignes de crédit gelées à 23 heures précises. Confirmation des banques dans 5 minutes. Parfait. De l'autre côté de la ville, dans sa suite privée du château Héritage, Ombeline Valois sirotait un cognac dans un fauteuil de crapaud. L'alcool réchauffait sa gorge, effaçait le goût amer de la victoire trop facile. Son assistant personnel, un jeune homme nerveux nommé Thierry, entra sans frapper, tablette en main. « Madame, les réseaux sociaux. La vidéo de la réception, elle a été supprimée. Nos agences ont travaillé vite, pas une trace en ligne. » Ombeline leva son verre, un sourire carnassier aux lèvres. « Bien, cette petite peste est sortie de ma vie pour de bon. Léandre comprendra. Demain, il remerciera le ciel d'avoir quitterie. » Thierry hésita, consulta sa tablette. « Juste une chose, un mail des banques, urgent. » Elle haussa les épaules. « Quoi encore? Des félicitations pour la soirée ?» Il déglutit. « Non, madame, vos comptes professionnels, ils sont gelés. Indéfiniment. Ordre de l'Aube Nouvelle. » Le verre glissa de ses doigts. Le cognac se répandit sur le tapis perçant, une tache sombre et irrégulière. Ombeline se leva d'un bond, arracha la tablette. L'écran clignotait. Accès refusé. Intervention tierce. « Impossible! Appelez-les! Tous !» Thierry balbutia. « C'est déjà fait. Ils disent que c'est une mesure de précaution pour la transaction. » Elle ricana, mais sa voix tremblait. « Précaution? C'est une blague. Demain je signe avec eux. Tout rentrera dans l'ordre. » Thierry recula vers la porte. « Oui, madame, bonne nuit. » La porte se referma. Ombeline marcha jusqu'à la fenêtre, serra les poings contre la vitre froide. En bas, les lumières de la ville dansaient, moqueuses. 23h59. L'horloge sonne minuit. Et avec elle, le gel se referma comme une tenaille invisible. Le lendemain matin, à 9h pierre précise, Ombeline Valois traversa les portes vitrées de Van Cleef & Arpels sur la place Vendôme. Son chauffeur l'avait déposée pile à l'heure, et elle portait déjà son sac en crocodile noir, prêt à accueillir une nouvelle chaîne en diamant pour la prochaine gala. Les vendeuses s'inclinèrent presque, habituées à sa générosité passée. « Madame Valois, quel plaisir! La collection Tempête de sable. Nous avons réservé le salon privé. » Ombeline hocha la tête, impatiente. « Oh, montrez-moi la parure complète. Et enveloppez-la. J'ai un rendez-vous à midi. » La vendeuse s'éclipsa, revint avec une boîte capitonnée. Ombeline passa la chaîne autour de son cou, admira le reflet dans le miroir triptyque. 80 000 €. Une broutille. Parfait. Combien pour l'ensemble? La vendeuse tape sur sa tablette. 120 000, madame. Votre carte? Ombeline sortit sa black card, la tendit avec un sourire. La machine bipa, puis bipa encore. L'écran clignota rouge. Erreur technique, peut-être. Essayons à nouveau. Deuxième bip. Rouge. La vendeuse pâlit. Madame, il semble que votre limite soit atteinte. Ombeline arracha la carte, la passa elle-même. Bip rouge. C'est absurde. Appelez votre banque. Immédiatement. Le gérant surgit, téléphone en main. 10 minutes de murmure tendu plus tard, il secoua la tête. Madame Valois, nos systèmes confirment. Compte gelé. Ordre direct de l'Aube Nouvelle. Ombeline sentit le sol vaciller. Elle arracha la chaîne, la jeta sur le comptoir. Gelé? Par qui? C'est une erreur. Le gérant recula d'un pas. Nos partenaires disent que c'est une mesure de précaution pour la transaction en cours. Rien de personnel. Elle quitta la boutique sans un mot, talons claquants comme des coups de feu. Dans la limousine, elle composa le numéro de son avocat.
Trouvez-moi qui tire les ficelles, et débloquez ça avant midi. » Mais l'avocat, voix circonspecte au téléphone, balbutia. « Madame, c'est compliqué. L'Aube Nouvelle détient la majorité des créances. Ils ont le droit. » Ombeline raccrocha, serra les accoudoirs en cuir jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. 3 jours. Seulement 3 jours après la réception. Et déjà les murs se resserraient. À 13 heures, dans son bureau au château Héritage, Thierry entra en trombe, une pile de lettres à la main. Madame, les fournisseurs. Tous, ils annulent. Le caviar Pétrosian, les vins de chez Berry Bros, même les serviettes en lin d'Irlande. Lettre recommandée, signée ce matin. Ombeline arracha une enveloppe, la déchira. Résiliation pour non-paiement imminent. Risque de défaut. Non-paiement ? Nous avons des réserves. Thierry déglutit. Plus maintenant. Les banques refusent les virements. Et les groupes WhatsApp des familles. Il y a des rumeurs. Évasion fiscale, transferts offshore. Ça circule partout. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, regarda les passants minuscules en bas. Qui ? Dites-moi qui propage ça. Les Laurent ? Les Duval ? Thierry secoua la tête. Anonyme, madame. Mais ça part de cercles très haut placés. Quelqu'un avec accès aux audits. Ombeline pivota, yeux plissés. C'est une guerre. Appelez nos alliés. Dites-leur que c'est une attaque concertée. Et préparez une contre-offensive. Demain, je veux une réunion d'urgence avec le conseil. Thierry s'éclipsa. Seule, elle s'effondra dans son fauteuil et composa un numéro personnel. Kitry, c'est moi. Écoute, annule ton thé de cet après-midi. J'ai besoin de toi ici. Léandre est introuvable. Et cette chose avec l'Aube Nouvelle pue le sabotage. Kitry, voix sucrée au bout du fil. Maman, je ne peux pas. C'est pour les fiançailles. Tout Paris sera là. Et Léandre viendra, j'en suis sûr. Ombeline grogna. Les fiançailles ? Oublie ça pour l'instant. Trouve-le. Et dis-lui que sa petite aventurière était peut-être impliquée. Mais Kitry raccrocha avec un petit rire. Ombeline frappa du poing sur le bureau. Les bruits rumeurs enflèrent comme une marée. À 16 heures, un mail anonyme atterrit dans sa boîte. Vos secrets ne tiendront pas une semaine. Réfléchissez à qui vous avez offensé. De l'autre côté de la Seine, dans un appartement modeste du Marais, façade craquelée, 2 pièces, loyer payé en liquide, Léandre Valois frappait à la porte d'Isée. 20 minutes. Pas de réponse. Il s'assit sur les marches, tête entre les mains, chevalet plié sous le bras comme un bouclier inutile. À 20 heures, la porte s'ouvrit enfin. Isée apparut en jean slim et pull ample, cheveux noués en chignon lâche. Léandre. Il se leva d'un bond, les yeux rougis. Isée, je suis désolé. Ce qu'elle t'a fait, c'était monstrueux. J'aurais dû te protéger. Partons. Ce soir, n'importe où. Laisse-moi réparer ça. Elle croisa les bras, le laissa entrer dans le salon exigu, meublé d'un canapé usé et d'une étagère de livres cornés. Il posa son chevalet, s'agenouilla devant elle, prit ses mains. « Je t'en supplie. Sans toi, je suis perdu. Mère est enragée, mais je m'en moque. Viens avec moi. On recommence à zéro. » Isée s'assit sur le bord du canapé, libéra doucement ses mains. « Léandre, relève-toi. Ce n'est pas si simple. Ta mère, elle a touché quelque chose de profond. J'ai besoin de temps. Pour guérir, pour réfléchir. » Il secoua la tête, voix brisée. « Oh, du temps. Pourquoi ? Pour qu'elle gagne. Elle est déjà en train de tout détruire. Les rumeurs, les annulations. C'est elle, non ? Dis-moi la vérité. » Isée détourna le regard vers la fenêtre, où les lumières de la ville perçaient les rideaux fins. La vérité, c'est que certaines blessures ne se pensent pas en une nuit. Retourne chez toi. Parle-lui. Peut-être qu'elle écoutera son fils. Léandre se releva lentement, ramassa son chevalet. Et si elle ne m'écoute pas, si je perds tout? Elle le raccompagna à la porte et posa une main sur son épaule.
Alors tu auras gagné quelque chose de mieux, toi-même. La porte se referma. Léandre descendit l'escalier, épaules voûtées. Issé verrouilla, s'adossa au battant, inspira profondément. Son téléphone vibra. Antoine, tout est en place. Prochaine phase. Le piège. Le lendemain, à 11 heures, Issé traversa les mêmes portes de Van Cleef en Harpels. Pull en cachemire, jaune or, pantalon cigarette noire, escarpin plat. Une vendeuse l'approcha, hésitante. « Mademoiselle, puis-je vous aider ?» Issé balaya la vitrine du regard. La parure tempête de sable. « Montrez-la-moi !» La vendeuse obéit, sortit la boîte. Au même moment, la porte s'ouvrit à nouveau. Ombeline entra, foulard Hermès noué avec soin, lunettes de soleil masquant ses cernes. Elle s'arrêta net en voyant Issé, la chaîne en diamant autour du cou. « Toi, ici, pour nettoyer les vitrines, j'imagine. » Issé ne se retourna pas tout de suite. Elle ajusta la chaîne, admira les feux dans le miroir. 1 200 000 €. Elle la fit glisser sur sa peau comme un collier de perles bon marché. Puis, lentement, elle pivota. « Non, Madame Valois, je viens évaluer le prix d'un effondrement. Le vôtre, précisément. » Ombeline blêmit, avança d'un pas. « Qu'est-ce que tu insinues? Sors d'ici avant que je... » Issé leva une main et arrêta net le flot. La vendeuse recula discrètement. « Avant que vous fassiez quoi? Un autre geste maladroit? Prenez garde, les chaînes se brisent, mais les cicatrices restent. » Elle ôta la parure, la rendit à la vendeuse. « Je la prends. Envoyez la facture à l'Aube Nouvelle. » Ombeline chancela. Issé passa devant elle, effleura son épaule au passage. « Bonne journée, madame. Les comptes se règlent toujours. » Dehors, sous le soleil pâle de novembre, le téléphone d'Ombeline sonna. Un numéro inconnu. Elle décrocha, voix tremblante. « Allô ?» Une voix synthétique, froide. 48 heures, où tout s'effondre, définitivement. Quitterie de Saint-Marc ajusta son chapeau cloche en feutre gris-perle, un sourire radieux aux lèvres, et traversa le jardin en terrasse du salon de thé Ladurée. L'air de novembre portait l'odeur sucrée des macarons pistaches et des pâtisseries aux amandes, disposées sur des présentoirs en porcelaine fine. 24 invités, toutes issues des cercles les plus fermés de Paris, étaient bonnets déjà installés autour de tables nappées de lin blanc, chuchotant derrière leurs éventails de soie. Elle s'assit en bout de table, étendit ses jambes gainées de barésilles et leva sa tasse de thé à la bergamote comme un sceptre. « Mes chéris, un toast à l'avenir, le mien surtout. » Les regards convergèrent. Quitterie fit tournoyer son annulaire gauche, exhibant une bague en or rose, sertie d'un solitaire de 2 carats, acheté la veille chez Cartier, sans témoin. Un murmure d'admiration s'éleva. « Oh, Quitterie, c'est sublime. »« De qui ?» demanda une brune, aux lèvres carmin, penchée en avant. Quitterie rit, un tintement cristallin. « Devinez, Léandre Valois. Il me l'a offerte hier soir, après la réception. Discret, vous savez comment il est. Mais bientôt, ce sera officiel. Les bans en janvier, le mariage en juin, à Deauville. » Les yeux s'écarquillèrent. Une rousse aux boucles serrées tapa dans ses mains. Léandre, avec son petit scandale de l'autre soir, et cette fille, la... Quitterie haussa les épaules, feignant la compassion. « Oh, une passade. Ombeline m'a tout raconté. Léandre a vu clair dans son jeu. Demain, il m'appelle pour fixer la date. Et vous savez, les Valois ont besoin d'alliances solides. Notre banque et leur hôtel. C'est du solide. » Elle sirota son thé, laissant les mots infuser. Les langues claquèrent. Rumeurs sur l'incident au château Héritage, spéculation sur la petite aventurière, chassée comme un chat errant. Quitterie alimentait le feu d'une anecdote par-ci, d'un haussement de sourcils par-là. À 14h30, la moitié des invités tapaient volée déjà sur leur téléphone, propageant la nouvelle comme un virus bienveillant. De l'autre côté de la ville, dans la bibliothèque lambrissée de sa villa du 16e arrondissement, Ombeline Valois
arpentait le tapis d'Aubusson, un verre de Porto à la main. Les trois derniers jours avaient été un tourbillon. Annulations en cascade, rumeurs qui s'enflaient comme des ballons de baudruche, et ce mail anonyme qui hantait son sommeil. Elle avait convoqué son conseil d'administration à l'aube. Les vieux messieurs, cravates nouées, trop serrées, avaient promis loyauté, mais leur regard fuyant trahissait la peur. Le timbre de la porte d'entrée retentit. Thierry, son assistant, apparut dans l'encadrement, une enveloppe noire mate à la main, cachetée d'un seau de cire rouge sans emblème. « Courrier express, madame. Pas d'expéditeur. Signé pour vous seul. » Ombeline posa son verre, s'approcha. L'enveloppe était lourde, presque menaçante. Elle la décacheta d'un geste sec, en tira une seule feuille. Une photographie polaroid, format standard, bordée de blanc. L'image la frappa comme un uppercut. La salle de réception du château Héritage, figée dans le flash brutal. Elle-même, flûte de vin à la main, le liquide carmin en plein vol vers le visage d'Isée. La robe blanche éclaboussée, le sang perlant de la main entaillée, rouge vif, trop vif, comme si la photo avait capturé l'instant une seconde après l'impact. Et au dos, tapé à la machine, 48 heures. Salle de réunion numéro 1. Ne soyez pas en retard. Ombeline chancela, s'appuya au bureau en acajou. Thierry, qu'est-ce que c'est que ça? Il s'approcha, jeta un œil, recula comme brûlé. Madame, c'est une menace? Elle froissa l'enveloppe, la lança contre le mur. Un vase Ming vacilla, se brisa en 3 éclats petits nets. Une menace? C'est du chantage pur. Appelez la police. Non, l'avocat d'abord. Et vérifiez les caméras de sécurité. Personne n'entre ici sans autorisation. Thierry fila vers le téléphone mural, composa frénétiquement. Ombeline marcha jusqu'à la cheminée, alluma une cigarette d'une main tremblante, vice qu'elle s'était jurée d'abandonner. La fumée s'éleva en volute grise, masquant à peine le battement de son cœur. Qui? Les concurrents. Un employé rancunier? Cette Diop? Non, impossible. La gamine n'avait ni les moyens ni les contacts. Mais la photo? Comment l'avait-il obtenue? L'enregistrement avait été effacé, payé cher pour disparaître des serveurs et des clouds. L'avocat rappela 20 minutes plus tard, voix essoufflée. Madame Valois, j'ai analysé l'enveloppe, pas d'empreinte, papier standard, encre courante. La photo est authentique mais développée récemment. Le sang n'a pas fané. Pour le reste, c'est anonyme. Aucune trace postale identifiable. Ombeline aspira une bouffée. Tout ça. Anonyme? Trouvez-moi l'origine. Passez les laboratoires, les imprimeurs. Je paye double. Je m'en occupe. Mais peut-être devriez-vous alerter la direction de l'Aube Nouvelle. Si c'est lié à la transaction, elle raccrocha sans saluer, écrasa la cigarette dans un cendrier en cristal. La photo gisait sur le bureau, accusatrice. Elle la ramassa, la serra jusqu'à ce que le papier craque. 48 heures. Salle de réunion numéro 1. Où? Au château? Chez eux? Thierry revint, pâle comme un linge. Les caméras, madame. Le livreur est un coursier indépendant, payé en liquide. Il dit avoir reçu l'enveloppe dans un café anonyme sans voir le client. Ombeline le fixa, yeux fous. Un café? Trouvez-le, interrogez-le, et annulez tout pour demain. Pas de réunion, pas de signature. Il hocha la tête, sortit à reculons. Seule, elle s'effondra dans un fauteuil Voltaire, la photo toujours en main. Le sang sur la main d'Isée semblait pulser, frais, humide. Elle la posa sur ses genoux, caressa du pouce la tache rouge. Une goutte avait coulé sur le polaroid, comme si l'image saignait encore. À 16 heures, son téléphone sonna. Kitry. Maman, le thé était fabuleux. Tout le monde parle de la bague. Léandre n'a pas appelé, mais c'est normal. Il prépare la surprise. Et toi? Les rumeurs s'apaisent. Ombeline força un rire. Les rumeurs, oublie-les. Concentre-toi sur lui. Et sois prudente.
Quelqu'un joue un jeu dangereux. Kittery gloussa. Dangereux, comme qui? Ta petite rivale. Elle est finie. Ombeline raccrocha, se leva, marcha jusqu'au miroir doré, au-dessus de la cheminée. Son reflet la renvoie, une femme aux traits tirés, aux yeux cernés de noir. Elle toucha sa joue, là où le vin aurait dû tacher si les rôles étaient inversés. Non, elle ne plierait pas. Demain, elle riposterait. Appels aux alliés, pression sur les banques. Mais au fond, un doute rongeait. Et si la salle de réunion était un piège plus vaste? 20 heures. La nuit tombait sur Paris, lourde de secrets. Ombeline verrouilla les volets, éteignit les lumières, mais garda la photo allumée sur la table de chevet. Le sang rougeoyait dans la pénombre, un avertissement muet. 48 heures. Le compte à rebours avait commencé. À 10 heures bon précises, Ombeline Valois poussa la porte blindée de l'ascenseur au 78e étage de la tour L'Aube Nouvelle. Son tailleur pantalon gris anthracite, cousu sur mesure chez Dior, semblait soudain trop serré. À ses côtés, 5 membres du conseil d'administration du château Héritage suivaient en file indienne. Cravates sombres, mallettes en cuir usé, front luisant de sueur malgré l'air conditionné arctique. L'avocat principal, un quinquagénaire aux lunettes cerclées d'or, fermait la marche, un dossier épais sous le bras. « Restez calme », murmura Ombeline, en traversant le couloir au mur de verre fumé. « C'est une formalité. La lettre d'intention sera signée, et demain, les fonds débloqués. Oubliez les rumeurs. » Mais ses mains tremblaient légèrement en pressant le bouton de la salle numéro 1. La porte s'ouvrit sur une pièce aux lignes épurées. Table en verre noir poli, chaises ergonomiques en cuir blanc et une vue panoramique sur la Seine qui serpentait comme une veine bleue sous le ciel plombé de novembre. 12 places vides les attendaient. Pas un mot de bienvenue, pas un assistant. Ombeline s'installa en bout de table, face à la baie vitrée. Les autres s'assirent en arc de cercle, déballant des stylos et des tablettes. L'avocat posa son dossier, consulta sa montre. 10h05, ils sont en retard. Dois-je appeler? Elle secoua la tête, forçant un sourire. Si non. Les grands patrons aiment se faire attendre. C'est leur façon de rappeler qui commande. Sous la table, son téléphone vibra. Un mail de la banque. Teneur de comptes avertis. Saisie des actifs non essentiels dans 72 heures, sinon régularisation. Elle l'effaça d'un geste rageur, mais le picotement dans sa poitrine persista. 48 heures depuis l'enveloppe noire. La photo Polaroid gisait encore dans son sac, pliée en 4, comme un talisman maudit. À 10h12, la porte s'ouvrit à nouveau. Pas un homme d'affaires bedonnant en costume 3 pièces, pas un cadre supérieur aux cheveux gominés. Une silhouette élancée franchit le seuil, escortée par 2 hommes en veston noir. L'un, un avocat aux traits acérés, l'autre, Antoine, impassible, un iPad sous le bras. Issey Diop, le tailleur blanc immaculé, coupure Chanel revisitée par un couturier privé, épousait ses courbes avec une précision chirurgicale. Escarpins en or ciselé, talons de 8 cm qui claquaient comme des verres qui s'entrechoquent, et aux oreilles, les mêmes boucles plaquées hors de la réception, mais ciselées plus finement, plus lourdement, comme une armure affinée. Ombeline se leva à demi, les veines du cou saillantes. « Qu'est-ce que... Toi, ici, sors immédiatement. Où est la sécurité ?» Les conseillers se redressèrent en murmures confus. L'avocat déguisé s'avança le premier, posa une mallette sur la table, l'ouvrit d'un clic sec. Des documents s'alignèrent. Contrat, bilan, un hologramme de sceau en relief. Madame Valois, veuillez vous asseoir et modérer votre ton. Vous parlez à Madame Issey Diop, présidente directrice générale de l'Aube Nouvelle, propriétaire de 100% des créances sur Château Héritage. 950 millions d'euros. Plus intérêts composés. Un silence de tombeau s'abattit. Ombeline retomba sur sa chaise, les lèvres exsangues.
C'est une blague, une provocation. Appelez la police. Elle n'a rien à faire ici. Isée s'installa en face d'elle, croisa les jambes avec une grâce féline. Antoine activa l'écran mural d'un geste, graphique de flux financiers, courbes en plongeon pour Château Héritage, pics ascendants pour l'Aube Nouvelle. Une provocation? Non, madame, une révélation. Depuis le début, c'est moi qui tenais les cordons. Vos dettes, vos audits approximatifs, vos fournisseurs en panique. Tout converge ici. Un conseiller, un barbu aux bajoudottes tremblantes, intervint d'une voix chevrotante. Mais les négociations? Nous attendions un consortium anonyme. Pas elle. Isée inclina la tête, un sourire poli aux lèvres. Anonyme? Pour vous épargner la surprise. Mais le temps est venu. Signez la lettre d'intention et nous procédons à l'acquisition. Refusez, et la saisie bancaire commence cet après-midi. Vos hôtels, vos résidences, tout. Ombeline fouilla son sac, en tira la photo Polaroid froissée, la claqua sur la table. « C'est toi? L'enveloppe, les menaces? Tu me fais chanter avec ça? Une gamine comme toi, avec un tel réseau ?» Isée effleura la photo du bout de l'ongle, sans la toucher vraiment. Le sang séché sur l'image d'Isée semblait presque vivant sous les néons. « Chanter? Non. Rappelez. Vous avez brisé du cristal, madame, et entaillé plus que de la peau. Ce matin, vos alliés ont reçu les mêmes preuves. Vos transferts offshore. 18 millions d'euros détournés du fonds de rénovation. Vos factures gonflées pour des travaux fantômes. » L'avocat d'Ombeline bondit. « Ce sont des allégations, sans fondement. Nous n'avons pas vu les documents officiels. » Antoine fit défiler l'écran. Scan de relevés bancaires, emails internes piratés, timestamp précis. Tout est ici, certifié. Vos notaires le confirmeront en 1 heure. Un autre conseiller, une femme aux cheveux teints, en blond cendré, se pencha vers Ombeline. « Madame, si c'est vrai, nous sommes exposés. La presse. » Ombeline ignora la voix, fixant Isée comme si elle pouvait la faire disparaître par la force du regard. « Et pourquoi? Pour une humiliation lors d'une réception? Tu ruines une vie pour un verre de vin renversé ?» Isée se pencha en avant, voix basse mais tranchante comme une lame. « C'est une vie? Vous parlez de vie quand vous avez piétiné la mienne devant 350 personnes? Quand vous avez gelé des carrières, saboté des alliances, tout pour un caprice d'ego? Non, madame, ce n'est pas pour le vin, c'est pour l'équilibre. Vous avez renversé la table. Je la redresse. » Léandre Valois, assis discrètement au fond de la salle, convié en tant qu'actionnaire minoritaire, silhouette effacée dans un costume bleu marine, releva la tête pour la première fois. Ses yeux passèrent d'Ombeline à Isée, emplis d'un mélange de stupeur et d'admiration contenue. Il n'avait pas dit un mot depuis l'entrée, mais ses doigts serraient le bord de la table jusqu'à blanchir. Ombeline se leva à nouveau, renversant presque sa chaise. « Léandre, dis quelque chose, elle te manipule. C'est une intrigante. » Il secoua la tête, la voix rauque. « Et mère, je l'ai vue saigner ce soir-là. Et toi, tu as ri. Si c'est elle qui tient les rênes, peut-être est-ce justice. » La présidente du conseil tout sauta, brisant la tension. « Madame Diop, les termes? Qu'attendez-vous exactement ?» Isée fit signe à son avocat. Une nouvelle liasse de documents glissa sur la table. Simple, acquisition totale. Vous conservez un rôle consultatif, si vous signez proprement. Sinon, dissolution. Et pour le reste, nous en discuterons après la lettre. Ombeline ramassa la photo, la serra dans son poing jusqu'à ce que le papier se déchire. Des confettis de Polaroid tombèrent sur le verre noir, maculé de rouge fané. Elle s'effondra sur sa chaise, le souffle court, le monde basculant en un tourbillon de verre et d'or. La plume attendait. Le stylo-plume Montblanc, gravé au nom de l'Aube Nouvelle, reposait au centre de la table comme un serpent prêt à mordre. 10h30. Le délai bancaire approchait, et avec lui, l'inévitable. Isée appuya sur un bouton discret de sa montre connectée.
L'écran mural s'anima d'un chuintement sourd, projetant une lumière bleutée sur les visages tendus autour de la table. La première image surgit. Grainée mais impitoyable, extraite des caméras de surveillance du château Héritage. La salle de réception, figée à 19h47. Ombeline, flûte de vin brandie comme une arme. Le liquide carmin en suspension aérienne. Puis l'impact, éclaboussure sur la robe blanche, le verre qui vole en éclats sous le talon, le sang perlant sur la main d'Itsé. Pas de son, mais les lèvres d'Ombeline formaient distinctement les mots. Rak, Ruati, Vejung Shokwano. Un hoquet collectif secoua le conseil. L'avocat d'Ombeline bondit. C'est illégal, cette vidéo a été supprimée. Comment? Isé l'ignora, fit défiler l'image suivante d'un geste du menton. Antoine, à ses côtés, synchronisa l'iPad. Suppression payée, oui, mais pas effacée. Nos serveurs en ont gardé une copie. Et maintenant, passons aux faits. L'écran bascula sur une série de tableaux, flux de fonds, dates précises, montants en colonne rouge. 18 millions d'euros. Détournés du fonds de rénovation caritative du château Héritage. Factures pour des travaux inexistants. Marbres italiens, fantômes, luminaires en cristal commandés 2 fois, payés 4 fois. Transfert vers des comptes aux Caïmans, masqués par des sociétés écrans nommées d'après des vignobles bordelais. Un conseiller, le barbu au bajou, porta une main à sa bouche. Madame Valois, c'est vrai? 18 millions? Pour quoi? Ombeline se tassa sur sa chaise, les ongles enfoncés dans les accoudoirs. Mensonge! Fabrication! Cette usurpatrice vous manipule! Isé se leva, contourna la table avec une lenteur calculée, s'arrêta derrière elle. Sa voix, basse et veloutée, coupa l'air comme une soie tranchante. Oh, usurpatrice, regardez les timestamps, madame. Le 15 juin, virement de 200 000 pour rénovation salle 12. La salle 12 n'existe pas. Ou le 3 septembre, 1 million pour des consultations artistiques. Signé de votre main. Vos initiales, OV, sur chaque reçu. Léandre, toujours au fond, se pencha en avant, les yeux rivés à l'écran. Sa voix, pour la première fois, assurée, brisa le silence. Mère, dis-nous que c'est faux. Pour une fois, Ombeline pivote vers lui, les yeux injectés de sang. Faux? Et toi, tu la crois? Cette opportuniste qui te tourne autour depuis des mois? Elle te détruit, Léandre. Elle nous détruit tous. Isé claqua des doigts. Antoine fit avancer le curseur. Un email interne, daté de l'année précédente. A. Thierry. Objet. Facture gonflée. Prioritaire. Assure-toi que le fonds caritatif absorbe. Pas de traces. Signé. OV. La présidente du conseil, la blonde cendrée, se leva à demi. Assez. Si c'est avéré, nous devons dissoudre le conseil. Madame Diop, quels sont vos termes? Clairement. Isé revint à sa place et fit signe à son avocat. Une tablette numérique glissa sur la table, s'alluma sur un contrat holographique. Page numérotée, clause en gras. Simple et définitif. 1. Révocation immédiate de Madame Valois de tous postes exécutifs. Pas de golden parachute. 0 indemnité. 2. Cession totale de ses parts. 28%, à l'aube nouvelle, au prix nominal. 3. Une conférence de presse publique, diffusée en direct sur 3 chaînes nationales. Madame Valois s'y excusera personnellement, à genoux, pour l'incident de la réception et les diffamations associées. 4. Renommage du château Héritage en IC Héritage. Les profits nets du premier trimestre financeront un fonds de bourse pays pour jeunes entrepreneuses issues de milieux modestes. 5. Poursuite judiciaire, suspendue, 6 signatures dans l'heure. Refus. Et les procureurs reçoivent le dossier complet avant midi. Un silence assourdissant. Les conseillers échangèrent des regards paniqués.
L'avocat d'Ombeline feuilleta frénétiquement son dossier, murmura. « C'est du chantage, inacceptable. Nous contestons. » Ombeline explosa, se leva d'un bond, renversant sa chaise qui roula avec un bruit sec. « À genoux, devant les caméras, tu oses, espèce de parvenu, je t'écraserai pour ça. » Elle contourna la table, en deux enjambées, poings levés, visant l'épaule d'Isée. Les deux gardes en veston noir surgirent de l'ombre des baies vitrées. L'immobilisèrent en une seconde, un bras tordu dans le dos, l'autre plaqué contre la table. Elle se débattit, cracha. « Lâchez-moi, je suis Ombeline Valois, vous ne pouvez pas. » Isée ne broncha pas. Elle fit un geste à Antoine, qui posa sur la table, au centre exact, deux objets. Une flûte de cristal taillée, identique à celle brisée lors de la réception, même gravure subtile au pied, même réfraction de lumière. Et à côté, une carafe de Bordeaux 1982, le vin même qui avait taché la soie d'Ala blanche. Le liquide miroitait, sombre et accusateur. « Buvez si vous voulez, » dit Isée d'une voix douce, presque compatissante. « Mais écoutez, 5 minutes, signez, et vous gardez une pension modeste, un appartement peut-être. Refusez, et c'est la cellule. 18 millions, madame, pas une broutille. Les juges adorent les fonds caritatifs pillés. » Ombeline, maintenue fermement, haletait, le visage tordu de rage et d'humiliation. Ses yeux passèrent mis de la flûte au contrat, puis à Léandre, qui s'était levé, silhouette tendue au fond de la salle. « Fils, aide-moi. Dis-lui d'arrêter, pour nous, pour la famille. » Léandre s'approcha lentement, posa une main sur l'épaule d'un garde. Sa voix, ferme pour la première fois, résonna. « La famille, c'est toi qui l'as brisée, mère, avec tes mensonges, tes colères. Isée, elle sauve ce qui reste. Signe, ou perds tout. » Les gardes relâchèrent leur prise. Ombeline s'effondra sur la chaise la plus proche et frotta son poignet endolori. Les conseillers se taisaient, tête baissée, attendant le verdict. L'avocat murmura. « Madame, c'est la seule issue. Les preuves sont béton. » Elle fixa la flûte, le vin. Puis le contrat, page luisante sous les néons. Sa main tremblante s'avança, effleura le stylo Mont-Blanc. Les chiffres dansaient. 28%. 18 millions. À genoux. Je ne peux pas. Pas comme ça. Isée consulta sa montre. 4 minutes. Vous pouvez, et vous le ferez. Pour une fois, choisissez la survie, pas l'orgueil. Ombeline saisit le stylo, le serra jusqu'à ce que l'encre perle sur la pointe. Une larme solitaire roula sur sa joue, tomba sur la page holographique, pile au centre de l'eau où son nom devait figurer, exactement là où le vin avait souillé la robe d'Isée, des semaines plus tôt. L'encre se brouilla un instant, puis se stabilisa, noire et indélébile. Elle signa, d'un trait rageur, puis d'un second, plus hésitant. Le contrat bipa, validé. Isée hocha la tête. Antoine rangea la flûte et la carafe d'un geste fluide. « Oh, bien. La conférence est fixée à 16 heures. Un tailleur blanc vous attend au rez-de-chaussée. Portez-le. » Ombeline lâcha le stylo, qui roula jusqu'au bord de la table. Elle se leva, silhouette voûtée, et quitta la salle sans un regard en arrière. Les conseillers la suivirent en silence, comme des ombres défaites. Léandre s'approcha d'Isée, prit sa main, celle sans cicatrice. « C'était nécessaire !» Elle serra ses doigts, voix basse. « Oui, et juste. » L'écran s'éteignit. La tour L'Aube Nouvelle, indifférente, dominait toujours Paris. Mais en bas, les rouages tournaient, déjà. Fonds de bourse, renommage, renaissance. 16 heures approchaient, et avec elles, le genou à terre. 16 heures précises. Les portes de la grande salle de presse du nouvel IC Héritage s'ouvrirent en grand, laissant entrer un flot de flashs crépitants et de murmures amplifiés par les micros tendus comme des lances. 200 journalistes, blogueurs influents
et caméras de télévision nationale s'entassaient sur des rangées de chaises pliantes, alignées sous les nouveaux lustres en cristal soufflé, plus légers et plus aériens que les anciens. L'air embaumait un mélange subtil de jasmin et de bois de santal, diffusé par les ventilateurs invisibles du plafond restauré. Au centre de l'estrade surélevée, un podium solitaire en verre fumé. Pas de bannière, pas d'orateurs multiples. Une seule silhouette y montait les marches, escortée par 2 huissiers en queue de pie noire. Ombeline Valois. La robe blanche, soie satinée, décolleté profond, ourlet fluide jusqu'aux chevilles, épousait son corps amaigri comme une seconde peau, identique à celle d'Isée lors de la réception fatidique, mais taillée dans un tissu plus fin, plus impitoyable sous les projecteurs. Ses cheveux platines, noués en chignon bas, révélaient un visage creusé par 3 mois de solitude. Cernes profonds, lèvres pâles, sang rouge. Elle s'arrêta derrière le podium, posa les 2 mains sur le rebord froid et fixa l'objectif central sans ciller. Un journaliste du Figaro, micro en main, lança la première salve. Et, Madame Valois, après la signature du contrat, votre démission et ses allégations de détournement. Êtes-vous ici pour confirmer? Ombeline inspira, voix rauque mais claire dans les micros. Oui, tout est vrai. 18 millions d'euros. Détournés. Du fonds caritatif que j'étais censé protéger. J'ai trahi ma confiance et celle de tous ceux qui croyaient en Château Héritage. Un bourdonnement s'éleva. Les caméras zoomèrent. Une reporter de France Télévisions intervint. Ton incisif. Et l'incident de la réception, la vidéo virale, l'humiliation publique d'Issé Diop, étaient-elles liées? Ombeline baissa les yeux une seconde, puis les releva. Sa voix se brisa légèrement. Liée? C'était le début de la fin. J'ai vu en elle une menace, une intruse. J'ai voulu l'écraser. Devant vous tous. Elle fit un pas en arrière et quitta le podium. Les huissiers s'écartèrent. Le sol de marbre poli luisait sous ses pieds, nus. Escarpins blancs posés à l'entrée de l'estrade, comme un rituel imposé. Elle s'agenouilla lentement, genoux heurtant le froid, avec un bruit mat. La robe se déploya autour d'elle, en corolle immaculée, vulnérable sous les flashs. « Issé Diop », reprit-elle, la tête inclinée vers le sol, voix projetée par les haussards haut-parleurs. « Je vous ai diffamé, accusé sans preuve, renversé du vin sur vous comme on jette de la boue, appelé Racrua, devant 350 témoins. J'ai voulu vous briser parce que je craignais ce que vous représentiez, la force que je n'avais pas. Un silence de cathédrale. Puis, un clic frénétique de shutters. Ombeline leva le visage, yeux humides mais secs. Pas une larme, juste une reddition. Je m'excuse, publiquement, à genoux, pour l'insulte, pour la douleur, pour les mensonges qui ont suivi. Vous avez sauvé cet hôtel, et moi, vous m'avez forcé à me regarder en face. Pardonnez-moi, si vous le pouvez. Les questions fusèrent comme des flèches. Les poursuites judiciaires, votre fils, Léandre, et la nouvelle direction, regrettez-vous vraiment? Ombeline se releva avec l'aide d'un huissier, remit ses escarpins et regagna le podium. Sa voix, plus ferme, coupa court. Les poursuites sont suspendues, comme convenu. Léandre a choisi sa voie. L'hôtel renaît sous Issé Héritage. Quant aux regrets, ils sont miens. Seuls. Merci. Elle tourna les talons, disparut par la porte latérale sous un déluge de flash. Des journalistes se levèrent en masse, téléphones collés aux oreilles, propageant l'instant en direct. Valois à Kenny's, Issé Revenge, trending mondial en 20 minutes. Dehors, une limousine noire l'attendait, direction un appartement modeste dans le 7e. 2 pièces, vue sur cour, pension fixée par le contrat. Ombeline s'y installa, ferma les rideaux et, pour la première fois depuis des décennies, pleura sans témoin. 3 mois plus tôt, la signature avait scellé le destin. Aujourd'hui,
L'hôtel bourdonnait d'une vie nouvelle, façade repeinte en ivoire clair, atrium agrandi avec une fontaine centrale, sculptée par un artiste émergent, commande de Léandre lui-même. Les anciens lustres baccarat avaient demi-cédé la place à des sphères en verre soufflé, diffusant une lumière plus douce, plus inclusive. Le personnel, trié et formé, circulait en tenues épurées, veste cintrée son bleu nuit, badge gravé, hissé héritage. Dans le bureau directeur au dernier étage, Issé Diop se tenait devant une baie vitrée panoramique, une tablette sous le bras. La robe en crêpe vert émeraude flottait autour d'elle, col haut et manches parsard longues. Un contraste serein avec le blanc vengeur d'antan. À ses côtés, Léandre, en chemise blanche ouverte au col, bras croisés, observait la foule qui se dispersait en bas. « Elle l'a fait », murmura-t-il, voix teintée d'un mélange de pitié et de libération. À genoux, devant le monde entier, Isée posa la tablette, se tourna vers lui. Ses yeux, sombres et calmes, le scrutèrent. Pas pour moi, pour elle-même. 3 mois de silence, de réflexion. C'est plus que je n'en demandais. Il s'approcha, effleura son épaule. Et nous, j'ai vendu mes parts restantes ce matin. Plus de Valois, juste Léandre, ton Léandre, si tu veux encore de moi. Elle sourit, prit sa main, la posa sur sa taille. Toujours, mais pas comme avant. Pas dans l'ombre de ton nom. À mes côtés. Équal. L'hôtel est à nous. Le fonds de bourse ouvre la semaine prochaine. 100 places pour des femmes comme celle que j'ai été. Léandre hocha la tête, l'attira contre lui. Et Kitry, elle a son appelé hier, pour s'excuser. Timidement, Issé rit doucement. Laisse-la, elle apprendra. Ou pas. Ce n'est plus notre combat. Un assistant frappa à la porte vitrée, entra avec un plateau, 2 flûtes de Bordeaux 1982, bulles légères dans le cristal neuf. Madame la Présidente, la diffusion en direct s'achève. Les vues, 2 millions déjà. Et un appel de la presse. Interview exclusive? Isée secoua la tête. Pas aujourd'hui. Dites-leur que l'histoire parle d'elle-même. L'assistant s'inclina, sortit. Seuls, ils descendirent par l'escalier en colimaçon vers le grand hall. Les murs, autrefois froids et ornés de portraits ancestraux, arboraient maintenant des toiles abstraites. Éclats de rouge et d'or commandés à Léandre. La fontaine centrale murmurait, jet d'eau cristallin heurtant des bassins en marbre poli. Au centre du hall, une petite estrade avait été dressée pour la réception interne. Employés, partenaires, une centaine d'invités triés sur le volet. Isée et Léandre s'arrêtèrent au pied des marches. Elle leva sa flûte, la lumière dansant sur le vin sombre. « À l'héritage, dit-elle, voix portante sans micro. Pas celui qu'on reçoit, celui qu'on forge. » Les vers tintèrent. Applaudissements. Mais Issé se tourna vers la caméra de surveillance discrète, encastrée dans le plafond, celle qui diffusait en direct vers son bureau. Elle leva sa flûte droite à l'objectif, lèvres ourlées, d'un sourire invincible. Certains naissent pour diamants, d'autres se forgent sous la pression, et les cendres restent cendres, balayées par le vent. Le cristal tinta une dernière fois contre celui de Léandre. L'écran, dans le bureau vide, s'éteignit en douceur. Noir total. Paris, en bas, continuait de briller, indifférente, triomphante. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire d'Isée Diop s'achève sur une note triomphante. De la tache de vin à la renaissance en diamant, elle a transformé l'humiliation en empire, rappelant que la force naît souvent de la pression la plus rude. Qu'en pensez-vous? Cette revanche est-elle justice pure ou une leçon plus profonde sur l'orgueil? Partagez vos réflexions en commentaire. J'adore lire vos avis. Merci infiniment de m'avoir accompagné dans ce récit captivant. À très bientôt pour une nouvelle intrigue pleine de rebondissements.